Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast Le Club Paname, édition 19 mes amis. Je vous remercie de nous écouter, d'être avec nous sur YouTube et je remercie aussi les nouveaux auditeurs qui seraient tombés par hasard sur notre podcast. Vous allez passer un très bon moment avec des analyses de qualité délivrées par mon équipe du soir, composée de Basto le Magnifique. Basto, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Bonsoir à tous. Dryas, comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Et le sage, l'aîné Olivier. Olivier, comment vas-tu? Toujours très bien quand je suis avec vous. J'en profite pour souhaiter une bonne année à Andreas et Basto, puisque c'est notre premier podcast en 2018 ensemble. Je vous fais des Bonne bisous. année tout le monde. Bonne année à toi, mon petit Jimmy. Et les thèmes de ce soir, ça va être l'analyse du match Rennes-PSG, où le PSG s'est imposé 6-1 en Bretagne. On va parler de ça, on va parler des tops du match, on va faire aussi un petit focus sur notre milieu de terrain. Faut-il jouer avec un milieu de terrain offensif ou revenir à nos anciennes méthodes avec une sentinelle? On va enchaîner sur ce qui nous intéresse peut-être le plus, mes amis, le Real Madrid. On va un petit peu parler de ce match, encore une fois, et évoquer la forme de cette équipe que nous allons croiser dans un peu plus de 30 jours aujourd'hui. On va parler de la polémique des absences de Cavani et Pastore. Et on va terminer par parler du match de mercredi soir contre Amiens en Coupe de la Ligue. Mes amis, on commence par Rennes-PSG, 6-1. C'est beau. Mes amis, j'ai envie de vous demander, avec un tel score, quels ont été les points forts du Paris Saint-Germain Basto? Déjà, pour un match de reprise, on a vu une équipe qui était d'emblée concernée avec une envie d'apporter le surnombre constant et chaque joueur d'accompagner les attaques pour mettre Rennes sous pression très vite. Donc, on a su prendre le match par le bon bout et se créer des occasions rapidement. J'ai aussi apprécié la variation dans notre jeu. En témoigne pas mal de nos buts sur des contrées clairs. J'ai bien aimé aussi l'altruisme de nos joueurs. Plusieurs fois, on voit des joueurs qui peuvent marquer mais qui préfèrent décaler un coéquipier. Et j'ai vu toutes les permutations, que ce soit dans le trio d'attaque, avec des déplacements tout à fait complémentaires, ou au milieu, où on a joué sans véritable point de basse, chacun jouant alternativement 6, 8 ou 10, et compensant les déplacements des compères du milieu. Merci à toi Basto. Olivier, quel a été les points forts du PSG pour toi? Moi, j'ai bien aimé la qualification sans coup ferré avec 6 buts à l'extérieur. C'est quand même pas commun. Et ce qui montre bien que malgré tous les doutes entretenus par la presse sur une reprise très tardive qui risquait de compliquer le match, on voit bien que l'équipe a pris très au sérieux ce 32e de finale et a donc obtenu de cette façon un très bon résultat. Et j'ai beaucoup aimé, comme Basto aussi, l'organisation qui est en train de se mettre en place avec des lignes qui sont très resserrées, des défenseurs centraux qui jouent de plus en plus haut, un très bon pressing, et puis cette couverture mutuelle des trois milieux qui est en train de s'articuler de façon de mieux en mieux coordonnée, avec des projections rapides vers l'avant, et puis la qualité des échanges entre les trois de devant, dont notamment un troisième but, un quatrième but exceptionnel avec beaucoup d'altruisme et beaucoup de complicité. Non, j'ai trouvé ce spectacle tout à fait passionnant. Tu parles du quatrième but, le deuxième de Neymar, je crois, qui est Ouais, vraiment oui, très c'est beau ça. sur une Juste avant contre-attaque la mi-temps. Ouais. éclair. Dryas, merci à toi Olivier. Dryas, toi, quels ont été les points forts du PSG pour toi? Mes compères ont nommé beaucoup de points. Je vais juste mettre l'accent sur deux choses. C'est sur le milieu, avec une constatation, c'est qu'en première mi-temps, on ne n'a pas retrouvé une seule situation où tu avais les Rennais qui avaient le ballon et on avait nos trois milieux qui étaient devant les Rennais. Il y avait toujours au moins un milieu qui était derrière. C'était nommé hein, par Olivier et par Basto, la permutation des milieux, mais je trouve qu'ils ont mis l'accent sur l'aspect offensif de la chose et je vais mettre l'accent sur la qualité défensive de la chose. C'est-à-dire que on avait toujours un 6. C'était pas toujours le même, mais on avait toujours un 6. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et enfin, ouais, l'efficacité retrouvée. Depuis fin novembre, on avait un peu de mal au niveau de l'efficacité. Euh, on a retrouvé l'efficacité avec un but dès la 10e minute. Ça simplifie grandement les matchs. Merci à vous, messieurs. Quelque chose à ajouter sur les points forts du PSG? Non. Pas spécialement. Très bien, messieurs. On passe désormais à ce que vous n'avez pas forcément aimé. C'est vrai que, messieurs, c'est 6 buts à 1 et non pas 6 buts à 0.
nous avons encore manqué l'occasion de faire un clean sheet et ça arrive de manière assez récurrente cette saison. Donc la question que je vous pose désormais, c'est qu'est-ce que le PSG aurait pu mieux faire dans ce match contre Rennes? Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je crois que ce qu'on peut regretter, c'est surtout l'entame de la deuxième mi-temps. C'est vrai que le PSG avait une avance confortable et on a senti les joueurs partir un peu en mode gestion, avec moins de rythme, avec un positionnement qui était plus bas. Et ça a permis à l'adversaire qui était complètement largué en première mi-temps de revenir un peu dans le match. Il a pu exercer une meilleure pression, il a pu solliciter Trapp, qui avait été au chômage pendant la première mi-temps. Et ça s'est traduit par cette action un peu litigieuse de Thiago Motta, avec un penalty sifflé, qui a permis à Rennes de réduire l'écart. Bon, ça les a pas beaucoup aidés parce que le PSG somnolent qui avait attaqué la deuxième mi-temps, s'est réveillé brutalement et ils en ont pris deux autres. Donc voilà, on était largement au-dessus, mais je crois qu'on aurait pu s'éviter ce petit dérapage en deuxième mi-temps. Mais est-ce que finalement c'est pas ce penalty qui nous fait remettre un petit peu d'énergie dans le match? Oui, oui, effectivement, on a l'impression que c'est ça qui a réveillé l'équipe. Mais bon, on n'a plus besoin maintenant d'avoir ces réveils-là. On est largement au-dessus. Donc même si on doit être dans une phase de gestion, qu'on la fasse en continuant à jouer haut, à presser, et à profiter des occasions qui vont se créer. Mais là, se laisser endormir un peu comme ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et c'est quelque chose qui est un peu récurrent malheureusement ces dernières années avec Paris. Oui, c'est vrai. Merci à toi, Olivier. Drayas, est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour partie, moi, ce que j'ai vu, c'est ce que je mettais en avant tout à l'heure dans les qualités, c'était le milieu où il y avait toujours au moins un 6 dans les phases de perte de ballon. C'était plus le cas en deuxième mi-temps. On voyait un peu les trois milieux tout à coup se projeter un peu en même temps. Il n'y avait plus cette concentration. Et ce que j'ai vu, ouais, voilà, c'est un défaut de concentration. Comme le dit très bien Olivier, c'est excusable slash compréhensible par rapport au score qui était vraiment qui a été plié à la mi-temps. Enfin, il y avait quand même un 4-0. Mais ça embête, ça, ça s'explique, mais ça chagrine. Et comme tu le disais trop en introduction, bah ouais, les clean sheets, ça manque, ça même. Merci à toi, Drayas. Basto, peux-tu conclure sur ce que toi, tu n'as éventuellement pas aimé dans ce match? Je vais rejoindre mes deux compères, surtout je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Darius sur le milieu. Si le PSG est moins concerné, c'est surtout dû au milieu qui est plus distendu et qui couvre moins le terrain. Et du coup, Rennes peut s'installer et respirer un peu plus. Et on possède encore un but sur une erreur bête, puisque les buts ne sont pas vraiment des actions construites de l'adversaire. En plus, dans la plupart qu'on encaisse, c'est vraiment des erreurs individuelles. Et j'ai pas aimé non plus, enfin en première mi-temps, j'ai pas aimé, il n'y a pas grand chose qu'on n'a pas aimé, mais j'ai pas aimé l'efficacité, contrairement à ce que disait Darius dans les points forts, parce que 4-0 pour moi c'est un minimum vu le nombre d'occasions nettes qu'on a. Très bien, messieurs, quelque chose à ajouter là-dessus? Ouais, je vais rebondir et je suis d'accord. Je me souviens notamment pendant le match être en train de tester parce qu'ils ne respectaient plus pas la règle d'un but toutes les 2 minutes. Ils auraient dû en marquer un cinquième. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de ratés, mais je trouve que Basto est un petit peu dur là-dessus parce que quand on termine une mi-temps avec 4-0, c'est quand même un score tout à fait raisonnable, même si on aurait pu aller plus loin. Et il y a une chose que j'ai pas aimé qui répond pas directement à ta question, mais je veux parler quand même, nommer la prestation rennaise. Enfin, il y a une chose que j'ai remarqué dans la prestation rennaise, c'est que c'est marrant, ils avaient effectivement des lignes de 4, mais si on regarde leurs lignes de 4, elles n'étaient pas parallèles en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu avais deux joueurs qui étaient très proches, et d'un autre côté, tu avais deux joueurs qui étaient complètement distendus. Et tu avais des boulevards entre les lignes qui ont fait qu'on a pu se retrouver des fois dans des situations avec non pas un joueur qui arrive à occuper le fameux half space, mais trois, voire quatre joueurs qui arrivaient à occuper les fameux half space, et donc des possibilités de passe dans tous les sens. Rennes a fait une prestation d'un point de vue collectif que j'ai trouvé désastreuse. Je veux compléter ce qu'a dit Darius sur le collectif rennais. Ce qu'on a vu dans ce match, on l'avait déjà vu en championnat de leur part. C'est-à-dire qu'il y a une absence de collectif total. Et effectivement, on dit souvent que quand un joueur se balade entre les lignes, c'est dangereux. Et là, il y en avait 3 ou 4 parfois. Donc du coup, en plus, ce que n'a pas dit Seb, c'est que Rennes ne pressait pas et nous regardait jouer. Donc sur une passe, on arrivait à passer le premier rideau. Et derrière, on se retrouve avec 4 joueurs entre les lignes. Donc on avait déjà un surnombre constant. Et avec en plus le temps
pour réfléchir à comment amener l'action, puisqu'il n'y avait aucun pressing et les joueurs totalement libres. Après, par exemple, si on prend, alors je ne sais plus exactement c'est quel but, parce que j'ai des soucis de mémoire, mais si on prend la passe de Marco qui va décaler avec Neymar sur le côté, la passe de Marco avec Neymar qui part sur le côté, et je crois que c'est le troisième but. Il y a juste avant la pause. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a effectivement, il y avait un défaut de pressing rennais, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y avait aussi des fois la qualité, et même avec un pressing, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu arrêter ces occasions-là. Non, bien sûr. Puis ils ont quand même eu un très beau gardien qui a fait de très belles parades. Aussi. Oui, ça, c'est ce que je voulais dire, c'est le manque d'efficacité. Bon, c'est déjà un peu dur de parler de manque d'efficacité quand nos trois attaquants sont tous les trois à hauteur d'un doublé. Et puis, une fois de plus, ce gardien, comme il l'avait fait lors du match de championnat, a sorti une prestation de très grande qualité. C'est le seul joueur de Rennes qui méritait de disputer ce match parce qu'il a été bon et qu'il s'est opposé brillamment à plusieurs tentatives. Il faut pas oublier non plus les 2 coups francs de Neymar, dont un touche le poteau, aurait mérité un meilleur sort. Oh, c'est surtout la frappe enroulée de Neymar à bout portant et le gardien qui la dégage de la main, là, on sait pas comment il fait. C'est le truc que Areola il fera jamais dans sa carrière, quoi. En glisse. Merci messieurs. Ouais, j'ai un point déjà, le gardien n'était pas le même championnat, Olivier. C'était le gardien remplaçant sur ce match. Et pour moi, il est fautif sur les 2 premiers buts. Donc oui, il fait des arrêts, mais il est fautif sur les 2 derniers buts. Ouais. Et quand je parle un peu de manque d'efficacité, c'est pour rejoindre ce qu'a dit Unai en conférence de presse. Cet après-midi, il a dit qu'il faut viser l'excellence. Il faut bien trouver des points faibles. Merci à toi, Basto. Bah, du coup, messieurs, merci pour l'analyse de ce match. On va passer au top et au flop. On va commencer par les tops et j'ai envie que vous fassiez un petit classement en mode Jeux Olympiques, en mode médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or. En commençant par le bronze, donc votre top 3, et on finit par l'homme du match. Darius, c'est quoi tes 3 tops? Vas-y, balance tes médailles. Alors moi, j'aime bien jouer avec les règles, avec ce principe de top. Et pour bronze et argent, je vais pas forcément nommer les meilleurs, mais je vais nommer ceux que j'ai envie moi de mettre en avant. Vas-y. Et pour la médaille de bronze, je vais nommer Rabiot. Rabiot, médaille de bronze, donc il a une très belle participation sur le deuxième but, où il est devant. Mais mis à part cette participation-là, si on regarde sur la première mi-temps, il est quasiment jamais aux avant-postes. Mais voilà, il était très intelligent dans son replacement. Il n'était pas visible parce qu'il était vraiment dans le replacement. Il replaçait ses équipiers, il était toujours bien placé. Dès qu'il assurait très souvent les compensations. Et je l'ai trouvé vraiment très très bon en première mi-temps. Et je dois dire, si je dis qu'il a été très bon en première mi-temps, qu'il a vraiment baissé les bras en deuxième. On sent que sa concentration, pour moi, c'est un des principaux acteurs de la baisse de la qualité en deuxième mi-temps. Alors qu'en première mi-temps, on l'a vu se projeter qu'une fois, ce qui était sans doute pas assez. En deuxième mi-temps, en l'espace de 5 minutes, on le voit 2 fois dans la surface. Et on se retrouve tout à coup dans des situations où les Rennais arrivent à trouver des contres. Au niveau de l'argent, je vais nommer Gio. J'adore ce joueur. T'as dit quoi, Giroud? Gio. Ah. Gio, j'adore ce joueur. Balle au pied, ça a toujours un délice. Je trouve que même son côté impact défensif a toujours été mis en avant, mais j'étais en permanence en train de lui reprocher quelque chose. C'était son placement, son ballon et sa proportion à aller chercher des duels, quitte à créer des déséquilibres dans l'organisation du milieu. Et je dois dire que, alors toujours sur cette première mi-temps, il m'a très agréablement surpris. J'ai l'impression qu'il a compris quelque chose. J'ai l'impression qu'il est en train de passer ce petit cap qui lui manque, où tout à coup, on va le voir effectivement dans des situations où il pourrait se projeter, mais s'il se projette, il crée un déséquilibre et il ne le faisait pas. Et vraiment, c'est très enthousiasmant parce que si ce joueur intègre ça, il peut devenir vraiment un joueur sublime. Et enfin, pour l'or, là par contre, pour moi, ça a été l'homme du match sans conteste. C'est Marco. Ce Marco-là, c'est un joyau. Il y a eu une performance de ce niveau-là face à un cadre d'Europe et tous les doutes qui ont pu accompagner son début de saison, la saison dernière avec sa pubalgie, vont être balayés. Et je l'adore. Il a été exceptionnel en 6, il a été exceptionnel en 8, il a été exceptionnel en 10. Une performance XXL de sa part. Merci à toi, Darius. Je résume: médaille de bronze pour Rabiot, médaille d'argent pour Lo Celso et médaille d'or évidemment pour
le meilleur joueur du Paris Saint-Germain, Marco Verratti. Merci à toi, Drayas. Basto, à toi de décerner tes médailles. On s'était pas concerté avec Seb, mais j'avais mis le même trio. Du coup, je vais le changer totalement. Je vais essayer d'improviser un peu. Je vais pas nommer les mêmes. Donc en bronze, je vais mettre Thiago Silva, qui pour son deuxième match après son retour de blessure et le premier match de l'année 2018 a montré que c'était le patron de la défense. Il a bien tenu les lignes, il a gagné tous ses duels et puis il offre le premier but à Mbappé sur une superbe ouverture. En argent, je vais nommer un joueur que je critique souvent, Di Maria, qui là a montré tout ce qu'il pouvait nous apporter, même si c'est pour rentrer en cours de jeu. Enfin, ça va être un joueur qui peut être important quand il est à ce niveau-là. Il a tout fait, que ce soit buteur, passeur, combinaison, retour au milieu. Il a vraiment régalé sur ce match et c'est ce Di Maria qu'on veut voir. Et du coup, en or, je vais dire Mbappé. Une vitesse de folie, mais dans cette vitesse, il a la clairvoyance de voir les choses, parce que des fois, on peut être trop rapide pour soi-même, mais lui, il fait souvent le bon choix. Il a une lucidité que je trouve de plus en plus remarquable. Le premier but, il vient d'un appel d'école. Ensuite, il est altruiste, par exemple, sur sa passe pour Neymar sur le quatrième but, alors qu'il peut marquer, il préfère la passer. Puis il finit par mettre 2 buts en plus. Donc Mbappé qui est en progrès mois après mois, alors qu'il est déjà à un niveau affolant. Donc parfait. Il mérite sa médaille d'or. Merci à toi, Basto. Olivier, à toi de décerner tes 3 médailles. C'est pas un cadeau, hein, après un match comme ça, de passer après les deux autres, parce qu'ils ont déjà pratiquement tout dit. Moi, je pense que ce que j'ai voulu remarquer surtout, c'est que cette nouvelle organisation de jeu fait que la performance est essentiellement collective plus qu'individuelle. J'ai quand même sorti un individu à qui j'ai donné la médaille de bronze, c'est Thiago Silva. Thiago Silva qui est très souvent critiqué, à mon avis à tort, parce qu'il reste pour moi, sinon le meilleur, du moins un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Et là, il joue beaucoup plus haut, alors qu'on lui reproche souvent d'être un peu frileux, de tirer le bloc un peu vers le bas. Là, moi, je l'ai vu souvent à la hauteur de la ligne médiane, et d'ailleurs, la passe décisive extraordinaire qu'il délivre pour le premier but, c'est une passe longue à ce niveau du terrain où il était situé. Donc c'est un joueur qui en plus sur le plan défensif est toujours excellemment placé. Bon, il n'a pas eu beaucoup de boulot à faire vu le côté inoffensif des attaques rennaises, mais bon, il est quand même extraordinaire, toujours debout, toujours en anticipant. Donc c'est une très très grosse satisfaction. Et puis pour l'argent et l'or, je n'ai pas voulu sortir un joueur des deux lignes d'avant. La médaille d'argent, je le donnerai au milieu à 3 parce que on va en reparler. Pour moi, c'est un des grands progrès de cette saison. Et l'or, ils sont très difficiles à dissocier tous les 3. Ils ont marqué chacun 2 buts. Et ils n'ont pas cessé de se chercher, de combiner. Et ils ont tous été à la hauteur les uns des autres. On craignait un petit peu le spleen, et parce qu'il joue moins, il a été tout à fait exceptionnel dans ce match-là. Et ça ouvre beaucoup de possibilités pour l'avenir. C'est vrai que Di Maria, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu à ce niveau-là. Comme vous avez pas cité Neymar, je vais remettre moi-même une petite médaille d'honneur à Neymar parce que il a fait un excellent match aussi. Voilà, je pense que ça clôt un petit peu notre catégorie des tops. Messieurs, Je peux réagir. y a vraiment un truc sur lequel tu veux réagir là? Oui, il y en a 2. Allez, Je peux vas-y. réagir sur Neymar et ah mince, j'ai oublié l'autre réaction à laquelle je tenais. Sur Neymar sur Neymar, je voulais dire que oui, il a une performance XXL, mais moi j'ai vu sur ce match un défaut qui est peut-être un défaut inhérent au joueur, un défaut pour lequel il va avoir des difficultés à dépasser. C'est quand il a la balle, il va chercher tout de suite la conduite de balle. Et il va pas forcément toujours regarder s'il y a une possibilité de passe au préalable. Et c'est un dribbleur hors pair et il a tous les droits d'aller tenter un dribble. Et je lui reprocherai jamais de tenter un dribble, même quand il les rate. C'est vraiment pas ça que je peux reprocher à ce joueur. C'est juste que parfois, de temps en temps, il y avait vraiment une meilleure solution en passant la balle tout de suite et il la prenait quasiment jamais cette solution-là. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, autant il a eu une prestation qui valait un top d'or ou même de diamant, mais pour moi il peut pas être dans les tops à cause de ce défaut-là qui m'a parfois gêné. Et sinon l'autre, je ne me souviens pas l'autre objection que j'avais. Très bien. Merci Darius pour ce rebondissement inattendu.
Messieurs, on va passer maintenant au flop. Bon, vu le match, je vais vous autoriser à un seul flop si possible. Messieurs, Basto, tu commences? Je peux en dire deux. Vas-y, oui, mais je suis pas content. C'est des joueurs en dessous, c'est pas vraiment des flops, mais j'ai trouvé Alves avec le ballon. Je trouve que depuis quelques matchs, dans ses centres, il est de moins en moins précis. Et je trouve qu'il a pas mal souffert défensivement face à des joueurs qui sont pas plus des stars. C'était Bourigo et Moubélé face à lui. Et il a eu des erreurs dans l'excès d'engagement, des retards sur le placement. Je le trouve un peu en dessous ces derniers temps. Et j'ai une petite remarque aussi à faire sur Kimpembe, qui a encore fait des fautes de concentration, que ce soit dans les relances ou sur des fautes bêtes. Et ça dure pour lui. Merci Basto. Olivier? Moi, mon flop, c'est surtout contre Rennes. C'est vraiment une équipe qui a insulté la Coupe de France pour moi lors de ce match. La Coupe de France, le championnat de chance d'aller titiller le gros. Ils font 2 matchs à domicile contre le Paris et ils prennent 10 buts en livrant une prestation à chaque fois indigne en termes d'envie, d'agressivité, d'organisation, comme s'ils avaient décidé de tirer d'emblée après sur ces matchs. Et le pire, quand on écoute leurs commentaires d'après match, c'est qu'ils ont même pas honte. Hein, pour eux, voilà, ils ont été battus normalement. Ils voient pas qu'ils auraient pu faire de plus. Et leur public est à l'avenant. On a l'impression qu'ils s'en foutent. Ils sont venus pour du cirque et les voir bouffer tout cru par le fauve parisien. Merci pour la magie de la coupe que Rennes a véritablement insulté à cette occasion. Sinon, du côté PSG, ce que j'ai regretté, c'est un peu la prestation des 2 entrants. Bon, Thiago Motta, on peut pas tellement le juger, malgré son penalty qui était évitable, parce qu'il n'a pas suffisamment joué. Mais Draxler, à nouveau, on voit le Draxler qui s'éteint, qui est quasi invisible. Il faut qu'il se méfie, parce que l'homme qui monte dans le milieu actuellement, c'est Lo Celso, et pourrait très bien lui piquer la place, à moins qu'Emery décide de remettre son milieu à 3 avec la sacro-sainte sentinelle, ce que je ne souhaite pas. Alors déjà, on peut dire qu'ils sont rentrés alors que sont sortis en même temps Marco et Rabiot, et qu'on voit très bien que lorsque Marco et Rabiot ne sont plus là, c'est plus tout à fait le même milieu. Merci à toi Olivier. Je voudrais ajouter sur ce que tu as dit par rapport à Rennes. Même Lamouchi, leur entraîneur à la mi-temps, il a avoué avoir dit à ses joueurs à la mi-temps, les gars, cette équipe est trop forte pour nous. Il a même pas essayé de les remettre dans le droit chemin. C'était vraiment, bon les gars, voilà, on peut rien faire. On baisse le froc et puis on se penche. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu marrant comme intervention. Dryas, tu termines. Contrairement à Olivier, je trouve que la prestation de Mota appartient pleinement à la catégorie du flop. Réussir l'exploit de se blesser après 5 minutes en ayant provoqué un penalty avant, faut le faire. Ta participation au match se résume à une chose, c'est d'avoir offert un but à l'équipe adverse. Et c'est sans avoir à juger son niveau de jeu, parce que on l'a pas vu. Il appartient pleinement à la catégorie des flops. Ouais, il rentre à 4-0, il sort à 4-1 et on gagne 6-1. C'est vrai, hein, il rentre, il y a un penalty et il sort. Et on marque instantanément 2 buts en 1 On minute. dirait un dessin animé. Si je peux pas mettre, je mettrais juste un petit flop à Rabiot, là où je mettais en première mi-temps. En deuxième mi-temps, parce que ces 15 minutes avant de sortir ont été incomparables par rapport à tout ce qu'il avait proposé. Très bien. Merci messieurs, je pense qu'on n'a rien à rajouter là-dessus. Donc on va passer à notre petit focus sur le milieu de terrain. Merci pour toute cette analyse de Coupe de France, mais j'ai envie de parler du milieu du PSG en sa globalité. Là, pour ce match-là, on a vu un trio qu'on n'avait jamais vu avant, enfin très peu vu en tout cas, Lo Celso, Rabiot, Verratti. C'est un milieu qui est assez offensif parce que notre sentinelle c'est Rabiot qui est un peu plus un 8 on va dire. On a vu des projections rapides, des passes vers l'avant, ça ratissait quand même pas mal de ballons, hein, même s'il n'y avait pas de sentinelle de vrai 6. On sait qu'Emery il veut recruter un 6 et on sait que Lassana Diarra est très proche de signer, que Enrique veut pas forcément lui donner son salaire, mais en tout cas on cherche à recruter un 6. Donc la question que j'ai envie de vous demander messieurs, c'est est-ce qu'on n'est pas plus fort avec un milieu de ce type là, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Ligue des Champions, plutôt que de revenir à un milieu avec un Mota en sentinelle ou un Diarra comme on jouait avant, de manière un peu plus chiante, si je peux me permettre. Olivier, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Je crois que le mercato d'été a changé beaucoup de choses dans le profil de l'équipe. Matuidi, Krikoviak sont partis sans être remplacés, ne serait-ce que numériquement. Mota reste le seul 6.
Aujourd'hui, il a 35 ans et on voit bien qu'il a plus les qualités physiques nécessaires. Mais surtout, le profil des attaquants est très différent de ceux qu'on avait la saison passée, parce que ce sont essentiellement des joueurs de rupture qui demandent à être servis rapidement. Alors, garder la même organisation au milieu, comme on l'avait les 4 années précédentes, bah, nous faisait croire qu'on allait s'exposer à une incompatibilité tactique entre un autre jeu qui joue la possession et la construction lente et des offensives qui ne recherchent que l'explosivité et le contre. Et on a vu l'illustration depuis le match aller face au Bayern jusqu'au nul au Vélodrome où l'équipe a progressivement été coupée en deux et a abouti à un 7+3. Ce n'est qu'au bout de 14 matchs seulement et en raison de la blessure de Mota que Emery a enfin changé de philosophie en introduisant un offensif à la place de Mota. Alors au début, ça a été Draxler, puis ensuite, en fonction des événements, il y a eu Pastor et Lo Celso qui se sont succédés. Et on a vu globalement un meilleur équilibre. Dimanche, bien sûr, face à un adversaire assez complaisant, la démonstration des avantages de cette organisation a été, me semble-t-il, éclatante. Les lignes étaient resserrées, il y avait un pressing et une récupération haute, il y avait des projections très rapides vers l'avant et qu'il y avait des jeux de transition extrêmement bien réglés. Et puis surtout, comme on entendait souvent que sans Sentinelle, il y allait avoir un problème défensif, qu'aucun des joueurs, ni Marco, ni Rabiot, ni Lo Celso, ni Draxler, n'avait de véritable culture défensive, on a une nouvelle organisation que j'appelle en triple pivot avec des joueurs qui peuvent alternativement occuper tous les postes et toutes les fonctions du milieu, c'est-à-dire la récupération, le pressing, la projection, et même s'intercaler avec leurs attaquants dans la surface. Et Lo Celso, là, apparaît comme peut-être une meilleure solution que Draxler et Pastor, parce que il est plus efficace défensivement et donc plus complémentaire avec Rabiot et Marco. Maintenant, bien sûr, c'est à confirmer contre un adversaire plus fort. Et il faut pas oublier que le trio Draxler, Rabiot, Marco a raté un seul match. Mais quel match? C'était le match retour contre Munich. Et que donc ce milieu-là demande encore à être éprouvé face à des très grosses oppositions. Merci à toi, Olivier. Dryas. Alors j'ai envie de réagir. Ce genre de situation, déjà au début, quand tu disais Rabiot et le 6, je ne suis pas d'accord. Et Olivier, je trouve, a justement mis ça en. Et je voulais réagir au sculpte d'Olivier, mais on dit que je vais s'enfoncer dans l'espace et parler de ce que j'ai à dire. Maintenant, moi, je crois pas aux réponses toutes faites. Et je pense que ici, tous les trois, on est avocats de cette permutation au milieu et de ne pas avoir un système fixe au milieu, surtout avec nos qualités, comme Olivier l'a mis en avant, la capacité de nos attaquants d'être en rupture. Et j'ai envie de dire pas seulement parce qu'on est aussi capable d'attaquer en haut du terrain, mais on est tous d'accord là-dessus. Mais du coup, j'ai envie de me faire un peu l'avocat du diable et je trouve que si par exemple on devait recruter Diarra et jouer avec un profil 8-10 et un profil 10 à côté, on se retrouverait dans une situation, si Diarra bien sûr est au niveau auquel il nous promet qu'il soit, qui est utilisé par pas mal de cadors. Enfin, si on regarde le Real, on peut regarder beaucoup d'équipes qui vont jouer avec un profil très 6 et 2-10. Mais voilà, même si je peux me faire l'avocat de ça, moi j'aime ça, j'aime ce milieu avec un 6 qui est à la fois 8 avec un 8 6 10 avec un 10 8 6, enfin 3 joueurs qui vont pouvoir occuper les 3 postes. La seule chose à dire, et c'est l'image du Bayern qui met bien ça en avant, c'est que c'est des milieux qui demandent énormément de travail parce que du coup il y a besoin en permanence compenser, il y a besoin d'une concentration qui est bien plus grande que quand les postes sont définis. Et est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on aura le temps avant les échéances qui vont venir vite pour que ce milieu puisse s'installer? C'est une vraie question et je pense que à la place d'Emery, c'est une question qui peut se poser. Mais voilà, c'est ce que je veux. Donc moi, je vais pas aller vouloir quelque chose d'autre. Même si je veux. Donc toi, tu serais plutôt pour jouer comme ça contre les Real, en Oui. fait, un milieu un peu plus Ouais, offensif. voilà. Et par contre, par rapport à ce que disait Olivier, excuse-moi, je prends un petit peu de temps là, je suis désolé. Je suis pas d'accord que Lo Celso ait forcément une meilleure réponse que
et Pastore. C'est juste une réponse différente. C'est quand Lo Celso est là, ça permet à Verratti d'être un peu plus libre et de monter un peu plus souvent. Quand c'est Verratti est un peu plus limité derrière, mais c'est un apport différent. Et je crois aux qualités des différences et je ne vais pas me dire il y a un type. Merci à toi, Drayas. Basto, est-ce que tu es d'accord avec Olivier et Drayas qui, eux, veulent un milieu un peu plus joueur? Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis pas, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas contre une sentinelle. Je suis contre une sentinelle avec le duo Marco Rabiot, c'est-à-dire avec pour l'équilibre de l'équipe, parce que sans un profil 8-10, on va avoir tendance à reculer de 10 mètres et avoir des lignes distendues. Il faut toujours un joueur qui se place entre les lignes adverses pour pouvoir bien progresser dans notre jeu. Ce qui était intéressant quand on a vu le Rabiot Marco Draxler, justement, on avait un 6, un 8, un 10. Un 6 ou un 8, c'est un rôle, c'est pas un poste. Quand Rabiot et Marco jouaient ensemble, chacun alternait une fois le 6, une fois le 8. Donc le rôle est respecté, donc ça ne pose pas de problème. Avec ce milieu qu'on a vu pour la première fois, Rabiot, Marco, Lo Celso, on a eu une chose différente, c'est qu'il y a eu des permutations maintenant, non pas entre 2 joueurs, mais entre 3 joueurs. Mais pareil, le rôle était respecté, il y avait un 6, un 8 et un 10 sur le terrain alternativement. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Après, peu importe le trio installé, il faut qu'on ait ces 3 profils-là pour pouvoir avoir le meilleur équilibre. Très bien. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Et je crois que la question se pose d'autant moins de jouer dans ce système-là que l'on n'a pas en magasin la sentinelle indiscutable. Mota, qui est un joueur extraordinaire, qui nous a apporté énormément et qui était sûrement une des grandes sentinelles des 10 dernières années, ne l'est plus. On voit bien qu'aujourd'hui, il n'a plus la vivacité, la vitesse d'intervention et il joue de plus en plus bas. Souvent vers le bas et forcément il va y avoir cette coupure entre les 2 lignes de derrière et du milieu et la ligne offensive. Et si on prend Diarra, on va prendre Diarra pourquoi? Essentiellement parce qu'il ne coûte rien. Bon, Diarra, on peut pas penser qu'il va non plus être la très grande sentinelle qui pourrait nous pousser à jouer avec ce système-là. Donc, je crois que la marque d'une grande équipe, c'est de savoir faire le mieux possible avec le matériel qu'elle a. Et le meilleur matériel au jour d'aujourd'hui, c'est cette richesse de ces joueurs à vocation essentiellement offensive, mais qui ont les capacités de pouvoir descendre d'un cran et d'apporter un dynamisme dès lors qu'une très bonne organisation permet justement cette couverture mutuelle et ce remplacement dans les différents rôles qu'on entrevoit depuis l'introduction de Draxler et qu'on a vu encore de façon éclatante contre Rennes, bon, mais qui demande d'être confirmé parce que Rennes a été affligeant. Merci à toi, Olivier. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Ouais, je vais me permettre de prendre la parole pour dire que déjà pour moi le juge de paix en fait de ce système, c'est si sur une occasion adverse il y a un qui n'est pas en position arrière, c'est-à-dire plus en retrait que les attaquants adverses, c'est qu'il y a un problème. Mais par contre, s'il y a toujours un des milieux, et peu importe lequel qui est derrière, il n'y aura pas de problème. Et Olivier disait une chose qui est intéressante, c'est il faut s'adapter à l'effectif qu'on a. Et alors, moi, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, en début de saison, on était tous paniqués à l'idée de ne pas avoir de 6 ou de milieu en plus avec le départ de Crico et de Matuidi. On était tous méga inquiets. Et ces joueurs ont su nous rassurer. Mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est pas une bonne chose? Est-ce qu'en soi, est-ce qu'on aimerait revenir à un milieu plus classique? Est-ce qu'on aimerait retrouver quelque chose comme le Real avec un Casimiro en 6? Ou est-ce qu'au fond, ce milieu-là qui offre avec un 6-8, un 8-6-10 ou je sais pas quoi, fait 3 milieux qui peuvent occuper plus ou moins les 3 postes avec des qualités différentes, c'est pas juste tellement plus bandant footballistiquement, ça offre pas tellement plus de possibilités de passe avec en permanence un joueur de plus qui va être intercalé dans les half space et donc plus de possibilités de passe pour le porteur du ballon. Et je trouve que moi, ce milieu, pas ce milieu, ce principe de milieu, le fait de ne pas avoir de 6, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est ça le foot moderne, que on va aller vers ça et que peut-être que c'est un coup de chance, comme disait Olivier avec les fameuses 14 matchs et la blessure de pour justifier enfin l'arrivée de ce milieu.
Peut-être que c'est un coup de chance, peut-être pas, ça on ne saura jamais. Mais coup de chance ou pas, j'ai l'impression que c'est un milieu qui a un super futur. C'est juste que ça demande vachement de boulot parce que du coup, il faut toujours qu'il y en ait au moins un qui soit derrière les joueurs adverses qui sont en train de les all space. Merci à Petite toi. conclusion à faire, si je peux. Vas-y, tu finis Déjà, ça. petite remarque, c'était la première fois que j'ai vraiment vu Lo Celso placement sans ballon. C'était mes doutes sur ce joueur sur les derniers matchs. Et là, il a eu le souci sur ce match-là. Et pour conclure, moi j'ai envie de dire que le duo Rabiot-Marco est indispensable, mais non pas devant une sentinelle, mais derrière, en espèce de faux double pivot derrière un joueur un peu plus libre. Ok. Merci à toi, Basto. De toute façon, je pense que si on recrute Diarra, vu que le match du Real est dans 30 jours, ça m'étonnerait qu'on aligne un milieu contre le Real avec déjà Diarra dedans. Donc j'ai envie de vous poser une petite question comme ça rapidement, sans argumenter, messieurs. Petit tour de table rapide. Vous vous mettez dans la peau d'Emery. Demain, on affronte le Real. Quel est le milieu que vous couchez sur la feuille de match? Olivier, quel est ton milieu? Tes 3 joueurs. J'ai du mal à me mettre dans la peau d'Emery, mais le milieu que j'alignerais, c'est celui que j'ai vu contre Rennes. Ça me semble le plus complémentaire des autres. C'est vrai, donc Sandra Draxler, ok. Drayas. Moi, je mettrais pas Lo qui pas forcément, enfin, qui a apporté une grosse satisfaction. Ah, pardon, on doit aller vite. Je mettrais Draxler à la place de Lo. Merci à toi, donc Draxler, Rabiot, Verratti. Toi, Basto? Faut vraiment se mettre dans la peau d'Unai. Ouais. Allez, je pense, la concurrence. Non, moi je fais comme ça. Donc tu mets Drayas, tu mets Drayas. Ouais, tu mets Drayas, Rabiot et Verratti. Sur le terrain, on est mal. Non, Rabiot, Marco, Draxler. D'accord. Merci messieurs. Merci pour ce débat sur le milieu. Donc vous êtes tous les trois d'accord pour un milieu un peu joueur et puis on a vos milieux pour le Real. On verra si Unai est d'accord avec vous. Messieurs, on va parler de ce Real, tiens. De ce fameux Real dos Madrid. On en parle beaucoup, mais c'est normal. C'est un peu le match de la saison. On en a parlé. Est-ce que notre saison dépend de ce match-là? Et ouais, c'est vrai que vous étiez assez d'accord pour dire oui. Donc on va parler du Real Madrid qui ce week-end a fait un petit match nul un peu décevant. Encore une fois, au Celta Vigo, malgré un doublé de Gareth Bale, ils ont pris 2 buts, ça fait 2-2. Donc on voit un petit peu ça, on voit un Real qui est en difficulté pendant que nous on est en pleine bourre. Mais il y a 2 questions que j'ai envie de vous poser. La première, c'est le PSG il y a 2 ans, il démontait tout aussi en Ligue 1. Même si les équipes semblaient moins jouer en face, c'était quand même des très gros scores. Malgré tout, on est arrivé face à Chelsea qui nous a bien malmené dans le jeu. On a même mis des buts un peu contre le cours du jeu. Et puis enfin, Manchester City, on se rappelle tous, où seul De Bruyne nous avait tous calmés pendant ce quart de finale. Donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, par exemple, quand on voit la faiblesse de Rennes, est-ce que la Ligue 1, c'est encore un marqueur pour bien évaluer nos forces? Du genre dire, aujourd'hui, le PSG est dans une meilleure dynamique que le Real. Est-ce que c'est logique de dire ça? Drayas, qu'est-ce que tu en penses? Je vais répondre à ta question par 3 questions. Quand le Real ou le Barça jouent au Riron, quels enseignements ils en tirent pour la LDC? Quand Munich joue Stuttgart, même question. Si on regarde au fond des championnats majeurs, le seul championnat le plus dur, c'est le championnat anglais, où effectivement on joue sa peau toutes les semaines. Et mis à part cette année, on ne sait pas encore sur cette année, mais cette année, il y a de manière exponentielle un nombre de clubs qui sont qualifiés. Et si on regarde sur les 10 dernières années, qu'ont fait les clubs anglais en Ligue des Champions. Donc, je pose ces 3 questions juste pour arriver à cette conclusion, c'est que je ne crois pas répondre toute faite. Très bien. Merci, Drayas. Enfin, quand même, le Sporting Gijón et Stuttgart, ça reste quand même au-dessus de Rennes, hein, faut pas déconner. Tu regardes pas souvent le championnat espagnol? Moi, je pense qu'en Europa, ils rentrent après aussi. Ouais, je pense. De toute façon, on se fait toujours taper en Europa League, donc c'est pas un hasard. Basto, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, je pensais effectivement que la Ligue 1 est un marqueur qui ne permet pas d'évaluer notre véritable force. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses intéressantes à regarder dans nos prestations collectives avec une variation des idées. Il y a des solutions qui sont cherchées par le coach et qui peuvent nous donner une certaine confiance, notamment contre Rennes où on a vu donc ce trio au milieu qui permutait. Et aussi, on a vu une manière de défendre que j'avais peu vue, c'est-à-dire qu'on défendait en 4-3-3 à la perte de balle, mais quand Rennes était en place, on se mettait en 4-4-2. Et ça, c'est une chose qui est travaillée depuis quelques matchs, depuis le match à Munich. Ça n'a pas très bien passé puisqu'on n'avait pas respecté justement ce 4-4-2. Mais il y a une recherche d'idées. Et contrairement à l'année où tu disais où on était en pleine bourre avant de jouer Chelsea, etc., je trouvais que collectivement, on n'était pas en place.
Chelsea, depuis l'arrivée de Boussindik, montrait plus de choses que nous. Et d'ailleurs, dans les 2 matchs, comme tu l'as dit, ils ont montré plus de choses que nous, même si on est passé. Donc c'est un peu différent. Oui, on écrase tout, mais dans le fond, on est bien plus intéressant qu'on ne l'était. Ça, je suis d'accord avec toi. Olivier, est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je crois que c'est très difficile de juger du PSG en Ligue 1. Ça l'a toujours été depuis que QSI a racheté le club, mais ça l'aide cette année de façon vraiment affligeante. Rennes qui nous regarde jouer, Amiens qui fait une déclaration en disant j'espère que demain il y aura plus d'envie qu'à Sochaux. Ils en ont pris 6. À Sochaux, une équipe de deuxième division. Guingamp qui à l'annonce du tirage en coupe publie merci et au revoir. Non seulement on est au-dessus du lot, mais en face, on a l'impression que les équipes se couchent avant même d'avoir joué. Donc là, c'est très très difficile d'arriver à se situer dans le niveau de la L1. Et d'ailleurs, il y a une étude très intéressante qui avait été publiée par Culture qui montrait que quand on analysait le contenu des matchs du Paris Saint-Germain en championnat ou en Ligue des Champions, le contenu était tout à fait différent. Il y avait beaucoup moins de possession, beaucoup moins de passages sur les côtés, du jeu axial, rapide et en contre les grosses équipes de Ligue des Champions. Et on sent effectivement que c'est ça la force de cette équipe aujourd'hui. Est-ce que Emery va le comprendre et va arriver à régler les choses de façon à ce qu'elle puisse tirer parti de ses forces pour pouvoir battre les adversaires européens là où ils ne nous attendent pas? On attend le PSG depuis 4 ans sur un jeu posé de possession qui n'a surtout fonctionné, et encore pas totalement au niveau européen, que parce qu'il y avait Zlatan pour magnifier ça. Dès que Zlatan est parti, le ronron du milieu de terrain est devenu très vite improductif. Aujourd'hui, on a une attaque de feu. Il faut donc qu'on se serve de nos forces au milieu avec des joueurs qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus capables de jouer dans les transitions et dans la projection. Et là, on a peut-être une chance. Mais ça, c'est pas facile de le préparer en Ligue 1 où là, avoir la possession tellement les autres la refusent. Merci à vous, mes amis. Quelque chose à ajouter, Darius, j'imagine? Bien entendu. Non, mais si tu veux, tu sais, t'as Olivier qui lâche ses petits scuds les uns après les autres. C'est pas mon genre, c'est pas mon genre. Il y a un moment, il faut activer le shield. Donc déjà, j'aimerais rappeler à Olivier, qui, je trouve, a une mémoire sélective, que le match en deuxième partie de cette dernière ne correspondait pas du tout à la description qu'il était en train de faire. Mais mince, j'ai perdu le fil. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est l'avantage du scud, ça déstabilise l'adversaire. Ah ouais, je vois ça, ça me fait trembler. J'ai perdu mon point. Bon, La semaine prochaine. Voilà. Frustrant. Merci, messieurs. Bon, Darius, si jamais ça te revient. Ah oui, non, pardon, excuse-moi. Je vous trouve très dur sur l'impact de la Ligue 1. Comme je disais, quand ce soit en Espagne, ils peuvent pas totalement tirer d'enseignement. Et comme le disait Basto, j'ai envie de mettre moi l'accent dessus, c'est que au-delà de ce qu'on voit, de ce que nous proposent nos adversaires, il y a ce qu'on voit de ce qu'on propose nous. Et je trouve qu'il y a une vraie évolution. Il y a des vraies évolutions qui, pour l'instant, et c'est vrai, là-dessus, Olivier a raison, ont du mal à se concrétiser en Ligue des Champions. Et notamment, que ce soit contre le Bayern à l'aller ou au retour, pour des raisons différentes, faire ce constat. Mais il y a un travail, et il y a un travail de fond, et il y a une vraie évolution du schéma tactique. Alors, ma crainte, c'est la même que celle d'Olivier, c'est si on revient à un milieu Monta, Verratti, Rabiot, et qu'on retrouve certains réflexes néfastes, ça serait préoccupant. Mais je trouve que si on oublie cette crainte-là, il y a un travail, et ce travail, on ne peut pas en permanence utiliser la Ligue comme une excuse, les ligues faibles où il y a des mecs il y a des équipes qui dominent leur championnat de manière outrageuse. Il n'y a vraiment pas que la Ligue 1, et il y a un moment, voilà, on peut arrêter de chercher ça comme excuse et plutôt regarder ce qu'il y a de positif, et je pense qu'il y a les choses positives. Alors après, c'est sûr qu'on est un petit peu dans le contenu, mais je pense que c'est un petit peu pareil pour tous les championnats, excepté l'anglais. Vraiment. Merci à vous, mes amis, d'avoir répondu à ma première question sur le Real Madrid, et la deuxième que j'ai envie de vous poser. Et c'est d'ailleurs marrant parce que Emery y a répondu, lui, à sa manière, pendant sa conf de presse. La question que j'avais envie de vous poser, c'est comme le Real, il a déjà perdu le championnat. Il a l'air d'être moins fort que ce qu'on a l'habitude de voir de cette équipe, notamment l'année dernière.
quel est le Real que vous pensez qu'on va affronter? Est-ce que vous pensez que ça va être un Real énorme qui va tout donner, le Real de l'année dernière, ou le Real un peu à la peine qu'on voit là? Donc Emery, lui, dans sa conf de presse, il a dit que ça va être un très grand Real, mais j'ai envie d'avoir votre avis à vous, mes amis. Basto, qu'est-ce que t'en penses? Bah, déjà deux choses. Si le Real a perdu la Liga, ils peuvent pas se permettre de lâcher la Liga. Parce que déjà, il y a une quatrième place qualificative pour la Ligue des Champions. Il faut finir avec 4 premiers, donc 3 points d'avance sur le cinquième. Et D'ailleurs, au-delà de ça, juste une petite question, Basto, les 4 premiers vont en Ligue des Champions ou le quatrième fait les barrages? les 4 ils vont directement avec la nouvelle formule D'accord, ok. qui sera mise en place l'année prochaine. Et puis c'est aussi une question d'honneur et de prestige pour le Real, c'est que même finir quatrième serait tâche, une question d'honneur, parce que tu finis déjà derrière Barcelone, comme ça va être le cas, ça fait tâche, mais si tu finis derrière Barcelone et l'Atlético Madrid, derrière les deux grands rivaux, ça fait encore plus tâche. Donc ils ne peuvent pas se permettre de lâcher la Liga. Maintenant, je pense qu'on jouera un Real qui sera totalement différent de celui qu'on voit, parce que ce club a une histoire et sera porté par cette histoire, c'est dans leur culture, comme l'a dit Unai en conférence de presse. D'ailleurs, sur leur Ligue des Champions qu'ils ont remporté, il y en a pas mal où ils étaient mal en point en championnat. Donc quand on entamera ce match, il faudra vraiment balayer tout ce qu'on a pu voir, puisqu'il il faut être les meilleurs sur ces deux matchs-là et non pas sur la saison. Donc toi, t'es un peu d'accord avec Emery, quoi. Oui, oui. Ok. Comme Olivier, d'habitude, comme d'habitude. est-ce que toi, tu es d'accord avec Emery, toi, Olivier? J'ai même pas écouté ce qu'Emery a raconté parce que, en conférence de Il a presse, dit c'est que ça va toujours un être un peu de la très grand langue. Real. Il était bien Voilà, oui. aujourd'hui pour une fois. Il prépare déjà l'excuse. Non, non, mais il a raison. Ça va être forcément un grand Real parce que le Real est génétiquement grand. Aujourd'hui, il est quatrième avec 16 points de retard sur le Barça, avec un match en moins néanmoins. Il est dévancé, comme l'a dit Basto, par l'Atlético, Valence. Donc, c'est quand même assez dramatique. En Ligue des Champions, il finit que deuxième de son groupe, derrière Tottenham, qui n'est quand même pas un géant européen. Moi, ce qui m'interroge, c'est cette brusque perte de niveau pour une équipe qui était championne en titre, double vainqueur de la Ligue des Champions et qui d'un seul coup redevient une équipe ordinaire. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Alors, je le sais pour l'avoir vécu, quand on a gagné beaucoup avec des joueurs, on a parfois du mal à se rendre compte que ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Est-ce que le Real est en train de vivre ça? C'est possible, mais j'en doute quand même vu la qualité globale de l'effectif. Ils sont plus inquiétants défensivement finalement qu'offensivement, surtout que là ils viennent de récupérer Gareth Bale, qui était quand même qui a manqué très très longtemps à la suite de nombreuses blessures. Ronaldo, même si c'est plus tout à fait le Ronaldo, il reste quand même Ronaldo. Et Benzema, c'est celui qui joue le mieux avec les deux autres, donc ils vont être forts. Et puis il faut l'honneur dont a parlé Basto, la fierté, c'est quelque chose qui est très important dans ce club. J'allais être tricoté par Valdano aujourd'hui dans les journaux, donc ça va monter petit à petit. Pour lui, il n'y a pas le choix, vu la saison qu'il va faire en championnat, il est obligé de passer le PSG. Ils n'ont été éliminés à ce stade des huitièmes. La dernière fois, c'était en 2009-2010 et c'était par Lyon. Donc, ils peuvent pas revivre une humiliation de cet ordre-là. Donc, je pense que s'il y a encore de l'essence dans le moteur, ça reste le petit point d'interrogation. On ne peut pas douter qu'ils seront vraiment prêts pour ce match qui sera pour eux l'un des plus importants de la saison. Donc toi aussi, Olivier, tu es d'accord avec Emery? Vous avez beaucoup en commun tous les deux. Écoute, il y a que toi pour le remarquer. Merci à toi, Olivier. Drayas? J'ai envie de dire, il y a qu'Olivier pour le marquer. Mais moi, la question que je me pose, c'est imaginons que le Real perde contre Paris. Ils se retrouvent avec un problème de démotivation. Ils sont effectivement quatrième. Il y a des équipes qui vont sentir la faiblesse. On se retrouve avec une fin de saison qui serait, mais enfin, faut essayer de s'imaginer, mais à la place du Real, on perd contre Paris. La fin de elle est méga compliquée. Elle est méga compliquée pour la direction, elle est méga compliquée pour l'encadrement, pour le staff. Et c'est un argument qui me fait voir une certaine nervosité chez le Real. C'est effectivement, ça va être un match regardé par le donc ils ont l'habitude de cette pression et nous, on n'a pas vraiment l'habitude de cette pression. Mais ils vont flipper. Ils vont flipper parce qu'ils savent qu'ils doivent nous prendre au sérieux. Ils savent que les possibilités qui sortent, même si c'est que 35% en imaginant un scénario négatif, elles sont réelles. Et s'ils sortent, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe pour le Real et ils sont vraiment pas au bout de leur peine. Et donc, je les vois assez inquiets, assez flippés justement par cette situation.
Donc c'est paradoxal. À la fois, c'est effectivement un match important et ils ne vont pas passer à côté, mais c'est possible qu'il y ait de la nervosité de leur part qui puisse leur jouer des tours. Merci à toi, Drayas. C'est bien, Moi, réponse le 14 février. Vas-y, Basto. j'ai un propos d'Olivier qui m'a choqué. Il a dit qu'il avait beaucoup gagné lui-même. Il l'avait connu. Oui, c'est vrai. Donc avec Bourges, t'as gagné quoi, la Coupe des Foires, le trophée de l'Andouillette. Ça, c'est vraiment extrêmement bas. La droit de ne pas relever. Hein. C'était tellement bas que. C'était très bas, je l'avoue. Ah, on est entre nous, Olivier. La coupe de l'andouillette. Mais pour revenir à des choses un peu moins personnelles, Drayas parle de nervosité. Et je crains malheureusement, parce que c'est un problème récurrent du PSG depuis de nombreuses saisons. Et là, le match va être aussi important pour nous qu'il ne va l'être pour le Real. Et je nous sens moins armés quand même du point de vue historique pour résister à cette pression-là. Je ne veux pas rappeler de très mauvais souvenirs, mais le Barça dos au mur l'année dernière, alors qu'on avait toutes les cartes en main pour lui faire très très mal, eh bien celui qui a cédé psychologiquement, c'est nous et pas eux. Donc il faut surtout pas se sentir fort dans cette occurrence parce que le Real est dans l'obligation de gagner. Nous aussi, on sera dans l'obligation de gagner et on a encore à prouver que ce soit l'entraîneur comme les joueurs qu'on est capable de résister à cette pression, de la dominer et de faire valoir nos forces. Ça ne se jouera pas simplement force contre force sur le plan technique, ça se jouera aussi force mentale contre force mentale. Et là, pour moi, il y a quand même un très gros point d'interrogation. Je suis Drayas, très vite. Je suis infiniment d'accord avec toi et c'est pas exactement ce que je voulais dire. Je me suis sans doute mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que ce Real-là, compte tenu du scénario, serait peut-être un peu plus nerveux qu'à son accoutumée. Je n'étais pas du tout en train de dire que nous ne serions pas nerveux, que nous avons un master dans la gestion mentale des événements, parce que vraiment, je ne le pense pas non plus. Eh bien, merci messieurs pour cette parenthèse sur le Real. On va passer à un autre sujet un peu casse-couille. Moi, ça me fait chier d'en parler, mais bon, c'est au cœur de l'actualité, donc on est un peu obligé. Emery a peut-être mis fin au débat, mais on en a pas mal entendu parler ces derniers temps. C'est les absences de Cavani et Pastore qui sont revenus en retard de leurs petites vacances en Amérique du Sud. Donc Emery avait déclaré il y a quelques jours qu'il n'était pas au courant. Ça m'avait un peu surpris de pourquoi ils étaient en retard. Ça montrait un peu un manque de sérieux de la part de nos joueurs. Donc Est-ce que je peux te dire une chose juste là-dessus, c'est parce qu'il y a eu vraiment cette confusion qui a été prise par beaucoup de gens. Emery a dit qu'il n'était pas des raisons, mais que les deux joueurs avaient prévenu et il attendait les deux joueurs. C'était une déclaration. Et jeudi, il attendait les deux joueurs pour le vendredi. Merci à toi, Drayas. Donc... Non, mais c'est important par rapport à pas mal de débats. Ouais. Merci de ta précision, Drayas. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, est-ce que Cavani et Pastore, pour vous, ils ont manqué à l'institution du grand PSG, Olivier? Je crois qu'on parle de cette histoire parce que je trouve qu'une fois de plus, elle a été très mal gérée dans la communication par le club. Où effectivement, les joueurs ont des soucis, ils peuvent en avoir des soucis familiaux, il y a pas de problème. Ils préviennent le club en fait état, et puis on n'en parle plus. Et là, ça a merdouillé, on attendait le retour des joueurs pour avoir leurs explications, et là, on saurait si on allait les sanctionner ou pas. Donc, manifestement, rien n'était vraiment clair dans cette affaire-là. Moi, je dissocierais un peu le cas de Cavani de celui de Pastore. Cavani, c'est un récidiviste, c'est quelqu'un qui est connu pour souffrir beaucoup de l'éloignement de ses enfants. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de vacances. Hein. Je rappelle que le petit aller-retour au Qatar, ça les a privés de 2-3 jours de vacances. Les Sud-Américains, ils ont des longs voyages à faire. On peut comprendre qu'il a envie de tirer un peu sur la ficelle. D'ailleurs, lui, il est rentré même pas penaud du tout. Il a repris le truc. Il va être sanctionné, il le sait. Point barre. C'est le cas de Pastore qui est beaucoup plus nébuleux parce que lui, c'est pas un garçon qui est coutumier de ce fait-là. Il est question de problèmes personnels. Alors, soit c'est réel. Et à ce moment-là, ce retard est en accord avec le club. Pourquoi le cacher et pourquoi le sanctionner? Soit c'est bidon, et à ce moment-là, on comprend mieux la sanction qui semble être mise en place au jour d'aujourd'hui. Mais en ce qui concerne Pastore, moi je me mets à la place du joueur. Il joue peu. Enfin, il n'est plus blessé et il peut prétendre à une place, sinon comme titulaire, du moins dans la rotation.
Et qu'est-ce qu'il entend à cette intersaison? C'est qu'on cherche un nouveau milieu de terrain, un 6 pour reprendre nos bonnes habitudes de milieu à 3 avec une sentinelle. Ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire qu'il risque de plus jouer du tout. Donc c'est normal qu'il cherche à partir, hein, parce que manifestement on ne lui fait pas confiance. Et à ce moment-là, on peut penser que dans le cadre de la négociation pour son départ, bah, il a envie de mettre un petit peu de pression. Donc, Ça me semble naturel. Et qu'est-ce que je crains tant que celui. donc pour toi, c'était plutôt un moyen de mettre pression plutôt qu'une vraie excuse. Oui, un malaise du joueur et puis un moyen, parce que qu'est-ce qui va se passer? Je ne pense pas que le club soit opposé à ce qu'il parte. Si vraiment le club a besoin d'argent, Pastor est dans l'état actuel de l'évolution du système de jeu est celui que tu pourrais laisser partir. Le problème, c'est qu'on veut tirer le maximum d'argent. Et le joueur, s'il doit partir, bah, il veut que ce départ ne soit pas trop difficile. Donc, il va y avoir un conflit financier et on peut comprendre que ce joueur cherche à montrer qu'il est là, parce que c'est pas aller très loin. Il a deux, 3 jours de retard, c'est pas la mer à boire, mais il montre qu'il existe. Ok, merci à toi Olivier. Je donne la parole à Drayas qui va peut-être essayer de faire un peu plus court. Ah, je sais pas. Je sais pas, tu me connais. Je te connais. Mais enfin, pour moi, Olivier a nommé le cœur du problème, la communication du club. On n'a pas pu en parler dans la question avant. On pourrait parler de la communication du club et en dire beaucoup de choses, et rares seraient les choses positives à dire sur ce sujet. Euh, mais si on regarde d'un vue pragmatique, si on fait abstraction de cette communication du club, oui, il y a eu un manque de respect à l'institution du club, parce que quelques jours, on fait des médias. Ce qui a ressorti a eu un impact négatif sur le club. Et donc, il y a un manque de respect sur le club. Après, bah oui, comme on dit, mais ça, on détaillera peut-être après dans la question d'après, mais comme dit très bien Olivier, bah, l'absence de communication du club rend tout très très peu lisible et il est très très difficile de se faire un c'est sur le sujet. Merci à toi Drayas. Basto, mon ami. Bah, c'est difficile de répondre à cette question puisqu'on ne sait pas réellement comment cela s'est déroulé. Unai a dit aujourd'hui que ça avait été réglé en interne, donc on ne saura jamais les raisons. Il a dit que ça ne fuiterait pas. Maintenant, si selon les échos que nous on a pu recueillir au sein du club Paname, c'est vraiment dû à des raisons personnelles comme on pensait. Alors pour moi, il n'y a pas vraiment de manque de respect. Je dirais même qu'il faut faire preuve d'empathie envers les deux joueurs. Parce que même s'ils sont très bien payés, faut pas oublier que ça reste des humains. Et ils ont aussi leurs soucis comme nous tous. Maintenant, si comme le dit le Parisien du jour, Pastore aurait expliqué son retard à ses coéquipiers comme la volonté de quitter le club et de mettre la pression, ça reste le Parisien. C'est vrai, le Parisien a dit ça? Le Parisien d'aujourd'hui l'a dit, ouais. D'accord, très bien. Donc si c'est le cas, si c'est vraiment une tentative de partir au clash, là pour moi il faut sévir beaucoup sur Ravière parce qu'il faut faire respecter l'institution et aucune individualité ne doit s'essuyer sur les pieds du club. Maintenant, je suis pas d'accord, et là je suis pas d'accord avec lui, comme quoi le club ne lui fait plus confiance. Pastore a joué, je crois, 7 des 10 derniers matchs en tant que titulaire. Il n'est pas encore apte à postuler pour jouer en Ligue des Champions ou les gros matchs. Je suis pas du tout d'accord avec toi, Basso. Si. Sur si question de plus saine, à savoir le joueur qui est petit coup de pression. Encore une fois, si effectivement qu'il veut partir, il n'est pas parti au clash, il n'a pas fait Dembélé ou d'immenses exemples de clash. Il met juste le club un petit peu en pression en rentrant 2-3 jours plus tard et il n'y a vraiment pas mort d'homme et il n'y a pas lieu de tirer les gros guns et tirer Non, mais je dis pas de tirer les gros guns, mais je dis qu'il doit y avoir une sanction autre que financière, écarter plusieurs matchs. Si fait le grève pendant 3 jours, Très bien. Merci messieurs. Ça m'a fait plaisir de vous entendre sur ce sujet. J'ai envie de vous poser la question. Vous êtes Antero Henrique. Est-ce que pour vous, il faut sanctionner un retard, quel qu'il soit, ou alors si vraiment c'est une excuse, si comme a dit Basto, c'est un truc qui est grave pour sa maman ou je sais pas quoi, est-ce que là on dit bon ok, t'as eu tes raisons. Drayas, tu penses que toi, faut sanctionner selon le cas? Eh ben, au vu de la communication du club, je pense que la sanction est inévitable, quelles que soient les raisons des joueurs, en fait. Et si les joueurs ont bonne raison, il faut que le club communique en particulier vis-à-vis de ses joueurs en disant je te sanctionne parce que machin, parce qu'il y a eu préjudice au niveau de l'image, etc. Comme de toute façon,
Je ne crois pas une seule seconde parce que le club communique sur les raisons réelles, ni que les joueurs et les autorisations nécessaires pour communiquer sur les raisons réelles, voire avoir les ans de communiquer sur les raisons réelles. On ne connaîtra jamais ces raisons réelles. Comme il y a eu un petit préjudice au niveau de l'âge, il faut que le club sanctionne. Merci à toi, Drayas. Basto, qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi je pense que même si c'est des raisons personnelles, ils doivent être juste sanctionnés. Petite amende, on n'en parle plus. Hein. On suit juste la règle du code de travail. Tu rates des jours, tu es sanctionné, c'est normal. C'est pour la forme, comme l'a dit Seb. Maintenant, si Ravière, c'est une tentative de mettre la pression, il faudrait qu'il y ait une petite sanction sportive aussi qui soit écartée de quelques matchs pour moi. Merci à toi, Basto Rigno. Olivier, qu'est-ce que tu en penses pour clôturer ce sujet? Tout dépend de la réalité des choses. Soit ils avaient une raison grave et je vois pas pourquoi le club les sanctionnerait parce que leur retard s'est fait forcément en accord avec lui. Raison grave et aucune comme la charte le propose. Merci à vous, messieurs. On clôture sur ce sujet. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Drayas? Non. Ok. Désolé de te décevoir. Ouais, je suis très déçu, je vais pas dormir. Bon bah messieurs, on passe à la dernière partie du podcast. Amiens, on va parler du match contre Amiens. Pour vous, est-ce que c'est un match tranquille, quart de finale de Coupe de la Ligue? On va s'imposer comme contre Rennes assez tranquillement, ou alors est-ce qu'il y a vous voyez des petits pièges à venir? Basto, comment tu le sens? Moi, je pense que ce sera un match assez tranquille. Amiens vient Sochaux, ils seront peut-être en réaction, mais ils auront peut-être aussi un coup d'air à la tête. Il faut juste faire attention à une chose, c'est la qualité de leur pelouse qui est médiocre. Je pense que ce sera le seul point par rapport à notre déroulement du jeu, mais je pense que ça passera bien. Mais je vais mettre le point sur autre chose, c'est que ce sera le premier match de l'histoire du PSG avec l'arbitrage vidéo. C'est surtout ça qui me désole vraiment. Pour moi, c'est un gros coup de poignard au cœur. Merci à toi, Basto. Olivier? Oui, enfin, le progrès arrive dans le foot et je suis bien sûr très satisfait de cet événement. Mais enfin, comment Amiens pourrait poser des problèmes au PSG? Ils viennent d'en prendre 6 contre Sochaux, qui est une équipe de seconde division qui n'est pas très bien placée dans son championnat. Alors certes, l'entraîneur avait fait jouer une équipe bis, mais quand même, ça montre les grandes difficultés d'Amiens. Maintenant, il a peut-être mis aussi cette équipe bis pour pouvoir jouer devant son public un match solide face au PSG, mais j'en doute. La chose que je crains, et en regardant le groupe qui a été sélectionné, c'est qu'il y a des secteurs du jeu où on n'est pas très très fourni. Emery peut avoir la tentation de faire des changements. Et voilà, que vont donner ces changements alors qu'on a atteint un certain équilibre? Ça, c'est le petit point d'interrogation supplémentaire sur ce match. Merci à toi, Olivier. Drayas, qu'est-ce que tu en penses? Contrairement à mes partenaires, je trouve qu'Amiens est une équipe qui est relativement cohérente. C'est, je crois, avec Troyes. Alors Dijon, c'est un peu différent, mais Troyes et Amiens sont deux équipes qui se débloquent. Et plutôt que de me poser la question de est-ce que on va être en difficulté ou pas, je la vois surtout comme une opportunité. Une opportunité de jouer contre une équipe qui joue en bloc, qui plutôt que de jouer la défense comme de nombreuses équipes, va proposer un bloc au Paris Saint-Germain, va vraiment nous bloquer au milieu et voir si justement ces progrès qu'on a pu faire, surtout que Kota pour le coup sera absent, c'est sûr, peuvent s'appliquer même si on est face à du pressing. Même si ce ne sera pas du pressing de Cador, il y a du pressing à Amiens et j'ai envie de voir. Merci à toi, Drayas. Si je peux me permettre, c'était vrai sur le début de saison, depuis novembre, c'est beaucoup le cas et il y a une absence de bloc et c'est résumé par le 6-0 qui se prennent à Sochaux, c'est que c'est en train de partir. Je les ai pas vus récemment, mais j'ai vu certaines choses qui me font espérer de pouvoir voir notre équipe se comporter face à... Messieurs, merci. On va passer au petit prono. Vous savez que j'aime bien miser tout mon argent sur vos pronos. Là, pour l'instant, je gagne pas beaucoup, donc j'ai besoin de me refaire. Donc, je compte sur vous pour me donner le bon pronostic sur ce match Amiens-PSG. Olivier, qu'est-ce que tu vois comme score? 4-1, parce que je crois que malheureusement, on va rater le clean sheet cette fois-ci. Oh putain. Drayas? Pareil, je crois pas au clean sheet. C'est une équipe qui s'accroche. On match à l'extérieur, je vois 3-1. 3-1, 4-1, 3-1. Et Basto, toi? Il faut croire que je suis vraiment connecté à Olivier en ce moment. J'avais noté 4-1. Comme par hasard, Jimmy va mettre tous ses sous sur le 4-1 et c'est le 3-1 qui va tomber. Voilà, je pense que ça va être ça. Olivier? Connexion avec Basto, j'espère que ce drame ne va pas me suivre toute ma carrière. On va voir, peut-être que tu
Tu deviens plus doux, Olivier. Sûrement. Eh bien, messieurs, je vous remercie pour toutes ces analyses de qualité. Je vous remercie pour tous les sujets qu'on a évoqués. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que toi, auditeur, qui m'écoute encore, si tu n'as pas lâché ce podcast, tu as apprécié aussi nos analyses. Si c'est le cas, mets un petit pouce bleu, abonne-toi, comme disent les youtubeurs à la mode. N'hésite pas à nous mettre un commentaire sur ce que tu as aimé dans ce podcast, sur ce que tu n'as pas aimé éventuellement, sauf si ça me concerne, car je suis irréprochable, bien entendu. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur notre site web, leclubpaname.blogspot.fr. Bientôt, on va se retrouver avec un site beaucoup plus beau. Pour l'instant, je vous invite à aller là-bas. Il y a toujours des articles de grande qualité par notre équipe. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée, Basto. Bonne soirée à vous tous. Bonne soirée, Olivier. Bonne soirée, bon match demain. Merci à toi, Olivier, et bonne soirée, Drayas. Bonne soirée tout le monde. Et bon match demain, comme le dit si bien, j'ai Olivier. Ciao, ciao, on vous aime, bisous.